transition alimentaire, elle est très liée, et on pourrait discuter 2 heures de cause et effet à la transition agricole et à la manière de produire les aliments, sachant que moi je pense qu'une partie de la réponse se trouve dans la transformation des matières premières agricoles, parce que c'est mon métier. Mais les deux sont intimement liés. Et voilà, cause et conséquence. Si on change des pratiques agricoles, on change forcément aussi des pratiques alimentaires. Et réciproquement, s'il y a une demande d'évolution dans les pratiques, la transformation et la transition agricole existent. Les deux étant dans un environnement de transition écologique, énergétique, gaz à effet de serre et autres. D'accord. Est-ce que vous pensez que la diminution de consommation de viande rouge est l'enjeu principal de la transition alimentaire? Oui, non? Ah oui, non, c'est trop binaire, ça, c'est compliqué. Oui, si on écoute et si on lit toutes les prospectives qui ont été produites, qui disent bien que réduire la consommation de viande rouge a un impact direct sur les questions climatiques et de gaz à effet de serre et d'énergie, et donc ce que je mets dans la transition écologique. Mais en même temps, on voit beaucoup d'études qui montrent que les classes sociales évoluant dans un certain nombre de pays, la consommation de viande augmente, quelle que soit la nature de la viande en question. Et donc, on voit que derrière, il y a des comportements sociaux, collectifs ou individuels qui sont plus complexes que simplement la prise en compte d'une transition écologique. Et puis, on peut dire oui si on écoute ce que disent aujourd'hui toutes les études épidémiologiques, c'est-à-dire des relations entre un certain nombre de maladies type cancer ou cardiovasculaire et consommation de viande rouge. Voilà. Après, il y a des débats dans lesquels moi je ne rentrerai pas, je ne me sens pas spécialiste, je me sens simplement lecteur de ce qui se dit, mais en tout cas, tout concourt à dire qu'il faudrait réduire la consommation de viande rouge. Ne serait-ce que pour l'élevage, par exemple, l'élevage des animaux. Par exemple. Qu'est-ce qu'on fait de l'agriculture s'il n'y a plus d'élevage à côté? Oui. On remplace ce qui vient de l'élevage, ce qu'on peut appeler les déchets de l'élevage, mais qui sont des nutriments par rapport à la terre ou à d'autres, par quoi? Par des phytosanitaires chimiques. Ça m'étonnerait que ce soit la direction la plus pertinente. Absolument. Donc je pense que c'est compliqué. Bon. Et est-ce que vous pensez qu'on peut parler de l'éveil des consciences alimentaires aujourd'hui? En France ou dans un petit pays d'Afrique? Oui, c'est bonne. Les deux. En France ou dans les pays développés, je pense que c'est sûr, parce que on le voit par toutes les manifestations autour des questions écologiques et environnementales, où il y a un éveil des consciences. On le voit parce qu'il y a des chiffres de plus en plus importants qui sortent, enfin significatifs qui sortent, qui traitent de la vitesse d'évolution des comportements alimentaires. La tranche 25-35 change considérablement de mode d'alimentation. Il y a une acceptation quand le gouvernement passe une taxe sur les sodas. Finalement, tout le monde l'accepte sans aucun problème. Est-ce qu'on l'aurait accepté de la même manière? Est-ce qu'elle serait passée déjà il y a 15 ans? Je crois pas. Donc oui, il y a tout un tas d'éléments qui concourent aujourd'hui à montrer qu'il y a une évolution des comportements. Après, la question que ça peut poser, c'est est-ce que cette évolution, c'est la totalité de la population? Est-ce que c'est une fraction d'entre elles? Est-ce qu'on est en train de construire un différentiel, le on étant la société, les comportements de tous, un différentiel d'équité par rapport à l'alimentation? Le message sur le bio, il est très accepté, il fonctionne bien. Le message sur les circuits courts fonctionne bien dans nos pays. Mais voilà. Dans nos questions. Pays, oui. Mais c'est moins vrai dans d'autres. Versus. Il y a des pays où la ressource pour se nourrir n'est pas suffisante du point de vue des nutriments. On parle de l'Afrique. Oui, de l'Afrique. On peut dire de pays d'Asie. Je suis pas sûr qu'on pourrait pas dire la même chose de quelques-uns des pays de l'Est de l'Europe, donc ou de l'Amérique du Sud. Donc la diversité, qui est le mot-clé en fait pour moi des comportements alimentaires, des transitions aujourd'hui, c'est qu'on va vers une diversité considérable. Nous, on la regarde à l'échelle de notre pays, mais elle est encore plus importante à l'échelle de la planète. Et elle est antinomique avec la notion de mondialisation, de globalisation.
Moi, je pense que la clé, c'est la diversité des comportements. Mais il y a des endroits dans le monde où on n'a pas de quoi se nourrir aujourd'hui. Même si plein de chiffres disent qu'il y a la capacité à nourrir les 10, 11, 12 milliards que nous serons en 2050, ça ne veut pas dire qu'on a cette capacité partout dans le monde de la même manière et avec la même qualité ou la même correspondance à l'attente de ces populations. Est-ce que vous pensez que enfin, là, pour ici, les industriels de l'agroalimentaire vont dans ce sens? En font-ils assez pour favoriser la transition alimentaire? Le message qui traîne partout dans la tête de tout le monde, c'est qu'ils n'en font pas assez. Bon. Est-ce qu'ils sont sur la bonne voie? Il y a des éléments paradoxaux. Moi, je me souviens d'avoir fait une conférence il y a 20 ans en Russie. On était plusieurs. Et un des exemples qui avait été pris, c'était une des industries françaises pour montrer les progrès considérables qui avaient été faits sur l'eau et sur l'énergie. On n'appelait pas ça développement durable, mais il n'empêche que les progrès étaient énormes. Et on pourrait y ajouter tout ce qui est maîtrise des pertes, des déchets, des coproduits, comment ils sont recyclés, réutilisés. Et le deuxième élément, c'est que dans une conférence il y a 2 ans, j'ai entendu un grand patron de la R&D d'une des grandes multinationales alimentaires expliquer que 75% de leur énergie était mise sur la reformulation des produits. Et ils reformulent les produits pour tenir compte d'éléments nutritionnels, d'éléments d'évolution de comportement, de nature des attentes, parce qu'ils veulent vendre. Donc ça, c'est en cours. Est-ce que c'est assez... Est-ce que vous pouvez préciser reformulation? Reformulation, ça veut dire qu'un aliment qui existe, on va en changer sa formulation pour enlever... j'ai vu une pub hier des produits uniquement... Enfin, pour n'avoir que des produits issus d'une ressource agricole maîtrisée, donc plus d'ingrédients, plus d'additifs, plus de composés qui seraient exogènes à l'aliment en question. On va reformuler pour enlever du gras, du sucre et du sel, puisque sur des questions de transition de santé, c'est un élément important. Mais en même temps, on garde le goût, on garde des propriétés, on garde la capacité à conserver le produit longtemps. D'accord, on est bien dans le contenu, on oui. n'est pas dans le marketing. Non, on n'est pas dans le marketing, on est vraiment dans le contenu, avec le problème qu'une partie de ces innovations, de ces reformulations sont non visibles. Elles ne seront visibles que par le message qui va accompagner l'emballage ou le discours marketing. Donc ça, c'est très compliqué. Donc il y a beaucoup de choses en cours dans l'industrie, mais tout à fait de manière synchrone. Il faut se poser la question aussi, dans le cas de la France, de tout ce qui est lié à l'artisanat alimentaire, l'ensemble des métiers de bouche qui bougent aussi considérablement, qui changent ses pratiques. Mais une question associée, enfin, le fait que ça change est une évidence pour moi. On le voit vraiment beaucoup. Est-ce que ça change assez vite? Est-ce que ça change toujours dans le bon sens? Ça, c'est 2 questions qu'il faut regarder et pour lesquelles il n'y a pas de généricité de réponse. Il y a des cas où on pourrait sûrement changer beaucoup plus vite, mais pour des raisons de stratégie d'entreprise, économique, de poids social. Voilà, c'est plein d'hypothèses. Je ne tranche pas en disant que c'est ci ou ça. Ça ne va pas aussi vite que ça pourrait. Et puis il y a d'autres cas, ça va infiniment plus vite et sans que personne n'ait prédit que tel ou tel produit pouvait changer ou qu'il y ait des innovations qui soient proposées rapidement. Vous avez un exemple? Donc, en tête? Non, je pense que l'exemple le plus marquant, c'est l'évolution de tous les produits de type très formulé, plats cuisiniers, tous ces produits-là qui changent, qui sont, qu'on met dans les produits. Moi, j'aime pas la notion d'ultra transformé, mais qui sont quand même dans cet ensemble-là de produits qui sont très pensés, très construits et qui résultent d'assemblage de plein de matières variées, comme on le fait à la maison, mais avec des contraintes différentes, puisqu'il faut en plus que le produit se conserve, soit facile à utiliser et réponde à tout un tas d'autres attentes du consommateur. Peut-être, pour revenir à la question du comportement, c'est ça le comportement qui va changer demain, celui qui est devant nous. C'est que la nature de l'attente du consommateur, elle va être différente. Elle sera peut-être d'accepter d'en faire plus par lui-même. Elle peut être d'accepter de conserver moins longtemps un produit, de ne plus avoir de chaîne de froid, comme on l'a aujourd'hui.
si on regarde les questions d'impact environnemental, c'est une des dimensions considérables de l'impact des aliments. Le transport, bien sûr. Transport et puis à la maison. Oui. Pourquoi on garde certains produits 15 jours dans un frigidaire? Si on fonctionnait autrement, on pourrait très bien assurer une rotation tous les 3 jours et revenir à des choses qui existaient il y a une centaine d'années. Mais les produits ont évolué, ils sont plus adaptés à ça. Donc voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de transformations sur ce qu'est un aliment et la manière dont on va utiliser un aliment dans les années à venir. Du côté des fabricants, des industriels, des artisans et du côté des attentes. Ouais, et puis il ne faut pas oublier la restauration, qui est le troisième maillon important et qui est peut-être le maillon le plus important pour agir sur les comportements. C'est ce que l'État a compris en mettant le poids et des ONG aussi sur la restauration collective, parce que c'est un degré important à la fois d'éducation et d'évolution des comportements. Mais il y a plein d'entreprises qui sont aujourd'hui positionnées aussi sur ces questions d'agir sur la restauration. Donc artisanat, restauration, industrie, c'est les 3 grands domaines, sans y oublier que quelque part là-dedans, il y a l'évolution agricole. Si on cherche plus de proximité, ça veut dire que la logistique est une question clé. Comment on amène le produit de sa production à celui qui va le consommer? Et le consommateur, il est acheteur, il est citoyen, il est consommateur. Et puis, il est schizophrénique entre les 3. Et de temps en temps, il est plus l'un que l'autre. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que la diversité, pour moi, c'est un élément clé de ce que sera le futur et de ce qu'est la situation aujourd'hui. Et pour conclure, donc, quels sont, à votre avis, ou aujourd'hui, maintenant, les grands gagnants et les perdants de cette transition qui est en cours? C'est une question drôlement difficile, ça. On peut dire que le gagnant, normalement, c'est l'individu qui va avoir des produits mieux pensés par rapport à leur impact court, moyen, voire long terme sur la santé. Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est que ce même individu, il ne va pas perdre, enfin, il ne devrait pas perdre en plaisir alimentaire. Que ça soit à l'échelle de ce qu'est un repas dans la culture française, ou bien simplement le plaisir procuré par un aliment quand on va le consommer. Je pense que c'est des points clés. Donc on peut se dire on est tous gagnants. Si on observe la situation actuelle, je ne suis pas sûr que c'est vrai. Parce que les produits, entre guillemets, qui devraient être porteurs des meilleures qualités, sont aussi ceux qui vont être les plus coûteux. Une recommandation qui dit N fruits et légumes par jour, elle s'oppose à la nature du prix des fruits et des légumes de qualité versus des produits transformés à très bas coût et qui correspondent à ce qu'est aujourd'hui les 12 à 14% du budget des ménages qui sont mis dans l'alimentation. Mais ces 12 ou 14% ne représentent pas la même somme selon qu'on a beaucoup de moyens ou qu'on en a peu. Donc il y a un risque. Et si on tire ce fil de risque, il y a un risque important. Beaucoup disent dans les personnes en précarité. Moi, je pense que le risque, il est un tout petit peu avant. Il est dans ce moment où des personnes peuvent basculer d'une alimentation ou d'une capacité normale à s'alimenter dans la précarité. C'est cet espace-là qui est le plus important, en fait. Celui où on se retrouve à faire des choix, des arbitrages pour des raisons économiques sur sa manière de s'alimenter, et qu'à ce moment-là, on va tomber dans une précarité alimentaire. On le voit, moi j'ai été marqué par des messages Resto du Cœur, Banque Alimentaire, quelques autres, qui disent que quand quelqu'un est dans la précarité, il y a une des choses qu'il ne sait même plus faire, c'est comment utiliser un aliment qu'on va lui proposer. Ouais. C'est-à-dire comment en faire quelque chose qui, étant bien utilisé, va avoir un impact positif qui est au-delà de se fournir l'énergie dont tel ou tel peut avoir besoin. Et donc on n'est pas équitable dans la transition alimentaire. Donc c'est des perdants, oui. Difficile. Oui, il y a des perdants, ouais, je pense qu'il y aura des perdants. Mais encore une fois, c'est le mauvais côté de la diversité. La diversité, elle s'applique aussi sur ces questions-là. Donc, comment une politique publique, comment une politique industrielle, d'entreprise privée, comment des mécanismes d'éducation scolaire ou autres
comment des mécanismes de solidarité aussi, qui sont des choses qui fonctionnent très très bien en ce moment sur l'alimentation. Comment tout ça, ça compense, ça accompagne ces mécanismes de transition pour qu'il y ait le moins de laisser pour compte sur le côté du chemin. Voilà. Il semblerait qu'il y ait jusqu'à 40% d'obésité dans des zones sensibles, par exemple. Oui, ça, il y a beaucoup de chiffres qui montrent que l'obésité, elle n'est pas du tout dans les... elle est très inégalement répartie, on va dire comme ça. Voilà. Et elle n'est pas uniquement vers ceux qui sont capables de très bien se nourrir. Oui, mais l'obésité, on le voit sur on est capable de l'observer sur des temps courts. Le changement d'une population qui n'aurait pas d'obèses via son comportement alimentaire vers une population qui a des obèses, je crois que c'est en Crète, où par le régime crétois ça a été observé, c'est moins de 10 ans. Donc c'est un temps extrêmement court. Mais ce qu'on ne sait pas observer aujourd'hui, et ce qu'on saura demain, c'est comment des changements ont généré à 20 ou 30 ans des modifications qui peuvent donner lieu à des maladies ou une prévalence d'un certain nombre d'autres pathologies qui ne sont pas que liées à l'alimentaire, mais dont c'est un élément contributeur. Donc ça, c'est ce qui est très compliqué avec une question comme l'alimentation. C'est jamais du court terme, c'est aussi du moyen terme et du long terme. Voilà. Et puis, il y a toute une dimension qu'il ne faut pas oublier, je pense, qui est dans ce jeu gagnant-gagnant ou gagnant-perdant. C'est comment socialement l'alimentation va accompagner des évolutions. Moi, je pense qu'une des grandes questions demain, ça va être la relocalisation des questions alimentaires, de production et de transformation, dont on voit que c'est une des grandes tendances quand même. Comment, à un moment, elle s'accompagne aussi de dimensions sociales et du fait que, à la fois, certaines populations sont accompagnées, sont environnées, et en même temps aussi que le travail, le social, la considération, etc., fait partie de ce qui est un tout et dont l'alimentation est une fraction uniquement. Mais une fraction très importante, puisque si on ne se nourrit pas, on a quand même quelques soucis de vie. Voilà, donc c'est comment tout ça se met en place. J'en sais rien, mais c'est un beau sujet pour l'avenir en tout cas. Bon, écoutez, merci, c'est un grand sujet.